Soyez les bienvenus pour ce conseil municipal qui précède un conseil municipal qui aura lieu début décembre, qui sera le dernier de l'année. Y a-t-il... Non, il faut que je fasse l'appel. Patricia Ferron. Présent. Jean-Marc Fabier. Présent. Marion Bergenia. Présente. Christian Baillet. Présent. Sophie Dupouille. Présente. Jacques Choulet. Présent. Marie-Claire Duprat. Présent. Yoann Labarrère. Présent. Corinne Rowe. Présent. Arnaud Fabre. Présent. Marie-Ange Babert a donné procuration à Dominique Barrière. Christophe Tastet. Présent. Aurélie Lévesque. Présent. Huguette Etcheverry. Sylvie Sauvignon. Présent. Dominique Barrière. Présent. Agnès Gauziède. Présente. Ludovic Ducam a donné procuration à Solange Poudens. Solange Poudens. Présent. Christophe Bergès a donné procuration à Sylvie Sauvignon. Olivier Martinez, qui est en retard, a donné procuration à Cédric Mallet. Julie Souriant a donné procuration à Frédéric Bouzat. Et Marjorie Cotus, qui a une intervention professionnelle de dernière minute, a donné procuration à Isabelle Laburte et cherchera à nous rejoindre. Isabelle Laburte, Oui, présent. Cédric Mallet Présent. et Frédéric Bouzat. Présent. Bien, écoutez, nous sommes au complet. Nous avons toute une série de points qui consistent à des décisions modificatives qui concernent des ajustements budgétaires de fin d'année. Mais on me rappelle qu'en amont, il faut qu'on valide le compte-rendu de la séance précédente. Y a-t-il des remarques ou des commentaires avant qu'on l'adopte? Je vous propose que nous votions la validation de ce compte-rendu. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Tel que ça a été présenté en commission finance, nous avons maintenant une bonne vision de l'exécution du budget général 2025 et au fond, nous sommes amenés aujourd'hui à acter 4 bonnes nouvelles. La première, c'est que les dépenses sont tenues, puisqu'il n'y aura pas 1 euro de dépenses de fonctionnement en plus que ce que nous avions budgété. Et qu'à ce rythme, c'est la deuxième bonne nouvelle, les dépenses seront stables en 2025 en euros constants par rapport à 2024. Je veux remercier tant Lisiane Mathieu, notre DGS, et ses services, que Jacques Choulet, notre adjoint aux finances, pour les efforts de gestion au quotidien qui génèrent cette maîtrise des dépenses. La troisième bonne nouvelle, c'est que 2025 est une année où énormément de travaux ont été menés en interne, tant par la régie bâtiment que par notre équipe Espace Vert. L'intégralité des tribunes de rugby et de leurs vestiaires ont été refaits en interne. On a fini tout le travail, notamment de menuiserie, de placards, de banque d'accueil à la Loubert. Les espaces verts ont créé l'aménagement du Carmel, de la Loubert maternelle, du passage Flux. Et tout cela enrichit notre patrimoine. Enfin, et c'est la quatrième bonne nouvelle, par principe de prudence, nous n'avions pas inscrit de dotation aux équipements des territoires ruraux, qui est cette subvention allouée par le préfet sur l'avenue du Tursan. Nous l'avions pour autant demandé, et au final nous l'avons obtenu, ce qui est nous en réjouissons, une bonne nouvelle, tant et si bien que nous pouvons inscrire 113 000 € de crédit en plus sur l'avenue du Tursan, qui est un chantier qui avance bien. En conclusion sur cette décision modificative, je voudrais rappeler qu'elle est basée sur un principe de prudence qui a présidé tant à l'élaboration qu'à la mise en œuvre du budget 2025. C'est notre ligne de conduite également pour préparer 2026, puisqu'au fond c'est notre manière de gérer la commune. Voilà ce que je pouvais dire qui ressort de ces chiffres, une décision modificative qui a été présentée en détail en commission finance. Y a-t-il des prises de parole avant que nous l'adoptions? Oui, monsieur Mallet. Oui, bonsoir à toutes et tous. Je vous ai entendu donc, par rapport à cette décision modificative, vous féliciter donc, par rapport aux investissements complémentaires. Bon, il s'avère que
C'est principalement dû, ce sont des factures de l'avenue Tursan dont le chantier, par la grande chance du temps, a avancé plus vite que prévu. Et donc, heureusement, et ce que je me dis, c'est surtout qu'heureusement qu'il y a eu les subventions complémentaires de DETR et de DRAC pour pouvoir les payer, pour pouvoir payer ces factures d'un chantier qui a avancé plus vite que prévu. Sinon, peut-être que les entreprises auraient dû patienter encore un peu plus longtemps. Spéculation. Vous avez d'autres commentaires à faire? Dites-moi, Monsieur Mallet, y a-t-il un virement supplémentaire du fonctionnement lié à des économies qui permet de financer ces investissements supplémentaires ou pas? Pour vous aider, c'est le chapitre 021. Pourquoi toujours me posez-vous des questions sur le fonctionnement, sur ce que vous avez choisi de faire? Ce ne sont pas liés à des efforts qui ont été faits par la commune, mais c'est bien 100 000 euros de travaux supplémentaires par rapport à 96 000 euros de subventions qui n'étaient pas prêts, qui ont été rajoutés. Donc c'est l'équivalent. Donc il n'y a pas d'efforts complémentaires réalisés par le fonctionnement que vous avez choisi. Je repose ma question. Y a-t-il un virement de l'excédent de fonctionnement permettant de financer des investissements supplémentaires, oui ou non, à vos yeux? Bien, puisqu'il semble-t-il que vous ne le savez pas, je vous confirme qu'il y a 46 168 euros financés par un excédent au fonctionnement, c'est-à-dire par des dépenses de fonctionnement qui sont maîtrisées et des recettes de fonctionnement qui sont supérieures. Ça n'a rien à voir aux subventions, puisqu'effectivement nous avons aussi 96 000 euros de subventions. Il y a bien par les efforts de gestion 46 000 euros, soit à peu près la moitié de ce qu'on met en plus dans l'avenue du Tursan. Je peux intervenir? Oui, Claire. Ça marche comment? Reste appuyé sur le rouge. On reste appuyé un peu sur le rouge. Hein? Là, vous l'entendez? On appuie sur le rouge, vous savez pas faire. On va avoir force. Je vais mettre un peu. C'est bon? C'est bon? Ah oui, c'est bon. Si vous savez taper sur Mais le rouge, tel qu'il s'exprime, moi je ne comprends pas bien ce qu'il a voulu dire. J'ai cru comprendre que, heureusement qu'il y avait ces 110 000 euros de subventions supplémentaires, sinon les entreprises ne seraient pas payées. C'est ce que vous avez voulu dire? Et ce que j'ai dit, c'est que comme les travaux ont avancé plus vite que prévu, donc les entreprises demandent d'être réglées plus vite que prévu, et que si jamais exactement il n'y avait pas eu ces subventions complémentaires, eh bien ces entreprises auraient dû patienter pour être payées. Il nous a expliqué que comme il y avait des excédents ailleurs, ces excédents ont permis de payer les entreprises sans attendre la subvention. C'est quand même dommage que vous ne sachiez pas ça quand on a envie de conduire. Je vais être très précis. Le premier point, la moitié du supplément à l'avenue Tursan est financé par un excédent sur le fonctionnement qui est lié à notre gestion. Ça, c'est le premier point. Mais deux, il n'y aurait eu aucun problème de trésorerie ou de capacité à payer les factures. Pour la simple et bonne raison, nous avons également toujours un principe de prudence que j'évoquais tout à l'heure et vous me donnez l'occasion de le rappeler. On prévoit toujours plus de crédit que le nécessaire pour avoir un peu de marge de manœuvre s'il y avait des aléas. Cette année, nous avons à peu près 3 300 000 euros de budget prévu en investissement. On en réalisera 2,7 millions ou 2,8 millions, ce qui est un bon taux d'exécution. Mais ça veut dire qu'on a bien 300, 400 ou 500 000 euros d'avance si un chantier avance plus vite que prévu. C'est ce qui s'appelle un taux d'exécution qui est de l'ordre de 90% cette année. Voilà, donc vous cherchez à faire une polémique, je ne rentrerai pas dedans. Voilà, je voudrais simplement dire que confondre la trésorerie et puis la comptabilité, pour un banquier, ça me semble un petit peu quand même un peu léger, quoi. Moi, je trouve ça très... c'est la première fois que j'entends quelqu'un se plaindre que des investissements avancent plus vite que prévu. C'est un bon argument, ça. Premièrement, je ne confonds pas trésorerie et investissement, puisque on est bien uniquement dans la partie d'investissement où il y a des investissements supplémentaires parce que les travaux ont avancé plus vite que prévu et qu'il y a bien dans cette partie-là
l'équivalent, ou à peu près l'équivalent, en termes de subventions. Donc, je ne confonds ni l'un ni l'autre, et je ne pense pas avoir de leçons à recevoir de votre part sur ce qui est mon travail et sur ce que je peux y faire ou en savoir. En tout cas, moi, enfin voilà, vous trouvez, et je ne regrette absolument pas qu'il y ait des investissements complémentaires, mais c'est surtout qu'ils ont été possibles grâce à cette subvention. Mais tant mieux. Mais en tout cas, merci, ça me permet comme ça de pouvoir le préciser. Je dois donc comprendre que vous vous réjouissiez qu'on a réussi à convaincre la préfecture de nous donner aussi des subventions sur la ville du Pur-sang, ce que par principe de prudence, nous n'avions pas intégré dans notre budget. Mais tant mieux. Voilà. Et vous avez oublié de préciser, parce que vous ne l'aviez pas vu dans les comptes, qu'on a généré 50 000 € d'épargne en plus par une bonne gestion de fonctionnement, mais vous m'avez donné l'occasion de le redire à tous. Je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous avons également une décision modificative à faire sur le budget d'assainissement pour un montant de 280 € qui s'équilibre en dépenses et en recettes, qui sont liés à des frais de dossier sur le prêt d'Aquagir, où on a pu bénéficier, grâce à un dispositif de l'État, d'un excellent taux qui est de l'ordre de 2%. Y a-t-il des questions? Je n'ai absolument rien contre ces 280 € d'écart ou de variation, mais c'est un budget sur lequel on a l'habitude de voter contre. Écoutez, c'est bien dommage. Vous votiez contre le budget musée, vous avez fini par voter pour. Vu que la dette depuis 2020, grâce à la DSP, a baissé de plus d'1 million d'euros sur l'assainissement, et ce alors qu'il y a énormément de travaux, je me disais que vous auriez pu finir par voter pour, ou au moins vous abstenir. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Sur l'écoquartier, vous constaterez dans cette décision modificative, on y retrouve les dépenses liées à la bonne nouvelle que nous avons un peu inaugurée symboliquement vendredi dernier, puisque la cité militaire avance, elle voit le jour. Nous avions prévu de viabiliser cette partie-là, ce qui a été fait cet été, et donc vous le constatez dans les dépenses d'augmentation des stocks. Par contre, comme le projet se fait en 2 phases, il y a une première livraison en juin 2026 et une deuxième livraison de l'autre côté de la route pour ceux qui étaient à la phase de la première pierre. Ça se fera que sur 2026. 27, et le promoteur nous a demandé d'acheter sur 2025 la première phase et sur 2026 la deuxième phase. Donc on a bien la promesse, l'acte authentique n'interviendra que l'an prochain. C'est ce que vous retrouvez dans ce document-là. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Mallet. Ce n'est pas forcément des questions, mais plutôt une remarque, c'est que donc vous arguez là le montant des ventes, mais on voit bien que c'est une façade et que les Saint-Séverins pourront vraiment se rendre compte que sur l'écoquartier, rien n'a avancé depuis 10 ans et que ce n'est pas la création de la cité militaire qui doit justement faire occulter ce fiasco depuis si longtemps. Et ce quartier qui reste figé tel qu'il est aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons un orthoptiste à la maison médicale depuis l'an dernier. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont des problèmes de vue. Parce que la grue est bien implantée, je voudrais quand même rappeler 2 choses simples. C'est que nous avons cette année constaté 388 000 € de vente de terrain et que nous avons donc la promesse pour le complément de cité militaire pour 200 000 €. Tant et si bien que la cité militaire représente une emprise d'1 hectare. Alors si 1 hectare, si 41 logements, si quasiment 120 habitants, c'est pour vous rien.
libre à vous de l'exprimer, comme vous venez de le faire. Une fois cette première partie faite, c'est 30% de la superficie de l'écoquartier qui aura été faite. Avec la crise immobilière que nous connaissons ces dernières années, ça veut dire qu'à ce rythme, il faudra 3 mandats pour faire ce projet qui représente plus de 500 habitants. Je vais te donner la parole. Mais je voudrais finir en disant une chose simple. C'est que si l'armée est venue là, c'est parce que c'était un écoquartier. C'est parce que les maisons sont aux normes de la RT 2020-28. Et donc, c'est cette exigence, c'est cette qualité, c'est le fait que nous sommes dans quelque chose de labellisé par le ministère de la Transition écologique et qui participe au développement durable, qui fait que ce projet a vu le jour. Je rappelle que le directeur adjoint du bureau logement de l'état-major qui est venu est en charge aussi du développement durable, parce que pour eux, les deux questions sont liées. Arnaud ? Simplement, je voudrais rappeler une chose. Un écoquartier, c'est un projet d'aménagement urbain. C'est un projet qui respecte les principes du développement durable. C'est un projet qui s'adapte aux caractéristiques de son territoire. C'est ça un projet d'écoquartier. Un écoquartier, ce n'est pas un lotissement que je ne qualifierais pas de lambda. Je dirais simplement qu'il y a une démarche qui favorise l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir, qui favorise le fait de gérer notre ville durablement. Vous avez des enfants, j'en ai. L'idée, c'est de leur laisser derrière un patrimoine architectural qui valorise aussi les gens qui y habitent. Cet écoquartier, et on l'a dit dès le démarrage, et ça, il n'y a rien de nouveau, c'est fondé sur 20 engagements, c'est fondé sur 4 dimensions, à savoir une démarche de processus, un cadre de vie, un développement durable de l'environnement, un climat. Et c'est pour ça aussi que l'on a fait ce qui se fait rarement, et c'est pour ça que l'on a été choisi. On a fait les voiries, et maintenant on monte les maisons. Donc oui, effectivement, cet écoquartier peut vous sembler long, mais c'est normal, parce que c'est un développement durable avec une participation de la population, une participation des investisseurs. Donc oui, un écoquartier, c'est quelque chose de long. Alors, simplement, vous allez un petit peu voyager, vous allez sortir et vous allez voir que tous les écoquartiers sont effectivement décriés en général par les oppositions, qu'elles soient de droite, de gauche, du centre, où résident des écoquartiers, parce que les gens ne comprennent pas, et alors vous le faites exprès, parce que intellectuellement c'est facile de biaiser les choses, vous faites exprès de ne pas comprendre que cet écoquartier, on a pris le temps. Et si on a pris le temps, effectivement, l'armée est venue parce qu'elle a pris le temps de visiter plein de choses, et elle s'est dit, je viens à Saint-Sevé, nous venons à Saint-Sevé, parce qu'on a pris en charge cette dimension environnementale, cette dimension de démarche de progrès dans un environnement et dans un patrimoine que l'on veut durable, tout simplement. Excusez-moi, mais à un moment donné... Non, mais on a senti le cœur, il faut qu'il sorte aussi. Oui, Marion. Moi, Cédric, j'avais simplement une remarque. Je trouve que vos posts Facebook sont très inspirés. Vous êtes très à l'aise derrière le téléphone, mais notamment lors d'un dernier post Facebook sur justement cette inauguration, cette pose de la première pierre, où vous avez même jusque tagué Monsieur le Préfet. Mais puisque vous avez autant de craintes, autant de doutes, pourquoi ne pas être venu pour lui poser ces questions-là? À lui, au commandement de base, ça aurait été judicieux de le faire. Vous l'avez répété maintes fois pendant vos réunions publiques, ça aurait été le moment. Moi, je voulais juste vous dire, et je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, en tout cas notre équipe majoritaire, c'est pas parce que vous venez pas quand on vous invite que les dossiers n'avancent pas et n'avancent pas de manière concertée. C'est juste ce que je voulais vous dire. Merci. On va laisser la parole. Premièrement, par rapport à l'écoquartier, quand j'entends que c'est un projet qui est sur le long terme et qui s'adapte aux caractéristiques, qui tient compte d'un patrimoine architectural, je trouve que ça ne s'adapte pas forcément aux caractéristiques des habitants. Puisque si jamais il n'y a pas eu, aujourd'hui, il y a une seule construction de maisons individuelles, c'est que ça ne s'adapte
pas forcément aux besoins des habitants et aux besoins des personnes, en tout cas, qui ont la capacité des habitants de Saint-Sever. Donc ça veut dire que, j'ai le regret, mais en tout cas de le penser et de le voir, que c'est bien le projet en lui-même qui n'est pas forcément utile et nécessaire pour les Saint-Severins. De plus, mais je pense qu'on en reparlera par rapport à cette pose de première pierre, et voilà, donc on en reparlera un petit peu plus tard, mais pour que les dossiers avancent, si vous voulez que nous y participions, il faut aussi nous les faire partager et que l'on puisse y travailler avec vous. Non, André Lafargue a été pendant toute la mandature précédente présent à toutes les commissions que nous avions fait de pilotage sur l'écoquartier, jusqu'au lancement de l'écoquartier. Tout ce qui se passe sur cet écoquartier a fait l'objet de délibérations qui ont été soumises dans les temps et conformément à toutes les règles. Donc, non mais je parle de ce mandat. Alors après, je peux comprendre que... Mais le mandat Non, précédent... attendez, sur ce mandat, tout ce qui a été fait a fait l'objet de délibération. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas pour. Et dans la conception, l'opposition était présente. Voilà. Donc j'ai bien compris que vous n'aimiez pas cet écoquartier. À la limite, j'aurais pu comprendre, vous me disiez, tiens, ça n'avance pas. On a une route, avec 6 maisons contemporaines qui le jouxtent. On a l'armée qui vient là parce que c'est un écoquartier, qui va faire 41, pour lequel il y aura, dans une opération, il y aura 41 logements. Alors, maintenant que ça marche, rendez-vous à l'évidence, c'est qu'il y a quelque chose qui est difficile pour vous de continuer à la laisser croire que c'est du fake. Donc voilà, je vous confirme qu'il y a 1 hectare qui va être aménagé. Je voudrais finir quand même sur une note positive en remerciant Jacques Choulet, parce que cette négociation avec l'armée a duré 3 ans. Elle a fait l'objet de nombreux allers-retours, parce que l'enjeu qui était le nôtre, c'était de défendre la qualité du modèle constructif, tout en permettant aux habitants de bénéficier d'un loyer modéré. Et concilier du logement social et quelque chose à la pointe écologiquement, c'était vraiment pas évident. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours, et je voudrais remercier Jacques pour son sang-froid, parce que des fois on aurait pu perdre confiance et on a fini par y arriver. Je vous propose qu'on valide cet EDM. J'avais juste un titre informatif, ça, sans aucun esprit de polémique, absolument aucun. Moi, juste une chose, j'avais vu, Cédric, que tu ne connaissais pas l'entreprise, qu'elle était inconnue pour toi. Je dois dire que je suis allé à la pose de la première pierre, bien sûr, et que je ne la connaissais pas parfaitement non plus. Je suis très honnête. Par contre, j'ai écouté, donc juste pour information entre nous, cette entreprise, le groupe Sagardia, dont M. Sagardia est le gérant, en fait, c'est une entreprise 100% honnête, qui est basée à Magesque, qui est un groupe, en ce sens que ils bouclent la boucle du bâtiment. Non seulement ils sont dans la construction de maisons individuelles par la société Campistron, qui est une vieille entreprise qui est située à Magesque depuis plus de 30 ans, qu'ils ont racheté et qu'ils ont pérennisé donc. Au-delà de ça, ils ont une centrale à béton, ils ont un groupe travaux publics et ils sont également dans la promotion donc avec la SAG. Voilà, donc c'est cette entreprise qui a une centaine d'employés et qui réalise à peu près 46 millions d'euros. Donc ce ne sont pas des inconnus, ce sont des gens tout à fait de référence dans ce métier, pour information. Oui, et puis tu faisais des clients du Crédit Agricole, votre employeur. Je suis ravi que vous connaissiez tous la SCI CVVA Odos. Donc, oui, non. Voilà, moi non, mais après... C'est une entité du groupe Sagil, voilà, donc Sagardia. J'en profite pour rappeler que 100% du chantier sera fait par les entreprises landaises, dont des Saint-Séverines, qui sont très contents d'avoir une charge de travail de ce niveau dans les mois à venir. Donc, nous allons voter. Y a-t-il des oppositions pour cette EDM? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Budget suivant, c'est le choc de simplification. Il nous faut délibérer pour une modification de 1 € entre le chapitre 012 et le chapitre 65 sur le budget musée. C'est cocasse, mais c'est vrai.
Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le budget immeuble de rapport, on a un ajustement à 108 000 € sur des travaux qui correspondent aux finitions et aux DGD qui seront décalés en 2026. Et j'en profite pour dire que rien n'est intégré dans cette DM par rapport au loto du patrimoine, puisque nous aurons la notification du montant de l'aide de ce fonds géré par Stéphane Bern en décembre 2025. Y a-t-il des questions encore à ce vote? Oui. Sur ce budget, je vous rappelle que nous n'avons toujours pas eu de projet chiffré global, de budget sur les différentes étapes de Crabos. Vous avez engagé la commune sur un projet qui est pour nous de plus en plus flou et qui nous fait douter du bon suivi et de la bonne gestion. Donc nous n'avons toujours pas de porteur de projet, je vous le rappelle, ni même d'études de faisabilité, pourtant promise. Pourtant, vous avez quand même réalisé plus d'1,5 million ou quasiment 1,5 million d'emprunts. Donc, comme d'habitude, vous nous demandez de vous croire. Mais pour nous, eh bien, nous n'allons pas vous croire, nous ne sommes pas dupes. Donc, nous allons, eh bien, pour cette fois-ci, nous abstenir sur ce budget, car nous manquons un petit peu de confiance. Dieu existe-t-il? C'est une croyance. Un hôtel verra-t-il le jour là? C'est une question de travail et de méthode. Ça n'a rien à voir. Mais dans votre question, j'entends le même propos que sur l'écoquartier il y a quelques mois. On ne voit rien venir. Et puis là, il y a une pose de première pierre avec 41 logements. Le commandant de la base, avec un bailleur qui s'appelle Domo France, avec un constructeur, le groupe Sagardia, avec plus de 5 millions d'euros de travaux, avec un hectare que nous avions viabilisé, pour lequel nous avons vendu les 2 tiers et on vendra le reste l'an prochain. Ben, sur l'hôtel, c'est pareil. Je vous confirme que l'étude faite par KPMG Hospitality touche à sa fin. Nous la présenterons aux 2 financeurs que sont la région et la Caisse des dépôts et consignations d'ici la fin de l'année, au tout début janvier. Elle confirme la possibilité dans ce lieu de faire un lieu d'hôtel-restaurant pour 30 à 40 chambres qui correspond au potentiel du marché de la zone de Saint-Sevé, puisque nous avons peu d'hôtellerie sur place. Nous avons engagé des travaux. Ils sont financés à près de 80% par le Fonds vert, puis par le département que je remercie et la DETR pour le passage plume. Et on va peut-être avoir entre 100 et 300 000 euros, c'est pas peut-être, on va les avoir, on aura peut-être jusqu'à 300 000 euros de fonds de Stéphane Bern qui a enrichi l'immobilier. Donc on a un actif qui a pris de la valeur. Et je vous confirme 2 choses. Le premier, c'est qu'il y aura un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, puisque les entreprises que nous avons reçues, les professionnels qui s'intéressent au projet, on ne peut pas les retenir de gré à gré, mais que dans une procédure publique, au regard des subventions qu'on a eues, et ça pour éviter ce qui se passe à Mont-de-Marsan, où le projet de reconversion en hôtel des anciennes nouvelles galeries a été attaqué au tribunal administratif parce que il y avait eu des financements publics et qu'il y avait une forme de distorsion. Donc, si on veut éviter cela, et c'est sur les conseils de la préfecture avec qui on travaille main dans la main, il faut lancer un dossier officiel qui s'appelle un appel à manifestation d'intérêt. Nous le lancerons début 2026, et c'est le prochain maire qui choisira le projet d'hôtel-restaurant qui lui paraîtra le plus adapté à sa vision de la vie. Par contre, je peux vous confirmer une chose, c'est que le bien sera cédé de façon à ce qu'on puisse solder les emprunts que nous avons faits, qui n'ont vocation à n'être que des emprunts temporaires. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie.
Dernier budget, là aussi c'est le fruit d'une volonté politique. Nous voulons produire de l'électricité décarbonée et nous avons monté un budget annexe pour le faciliter. Il y a quelques ajustements techniques pour cette EDM, mais qui est l'occasion pour moi de dire qu'on a fini de tout payer, que tant la pas chère que la Loubert produisent, et que nous avons finalisé avec EDF Énergie Renouvelable, qui va maintenant pouvoir s'engager dans les travaux dans les semaines à venir. Y a-t-il par rapport à cette EDM des questions? Je vous propose que nous votions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Il nous revient de clôturer le budget lotissement à la Fontaine de la ville de Saint-Sevé, puisque tous les lots sont vendus. Y a-t-il des questions? Je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous allons maintenant passer au débat d'orientation budgétaire. L'occasion pour moi de dire que pour la deuxième année consécutive, on va donc voter un budget en décembre. On retrouve au fond le rythme d'avant Covid, puisqu'on avait fait la même chose plusieurs années. Et le Covid, puis la guerre en Ukraine, nous avait amené à décaler, à revenir en processus du mois de mars. Et comme le fait la région, comme le fait le département, comme le font beaucoup de communes, il y a beaucoup d'avantages à voter un budget en fin d'année. C'est d'ailleurs la demande des chefs de service qui veulent démarrer l'année en connaissant le budget qui leur est alloué. Et comme l'an dernier, nous voterons donc un budget bâti avec beaucoup de prudence. Et ceci entraînera en cours d'année des ajustements. Un premier avec un budget supplémentaire qui sera voté entre avril et juin pour intégrer les résultats de l'année précédente, de 2025, et puis d'éventuelles décisions modificatives s'il y a des bonnes surprises, comme on en a eu cette année sur l'avenue du Tursan. Sur la prévision budgétaire qui est la nôtre, sur les choix politiques qui sont les nôtres pour 2026, je voudrais vous dire que tout d'abord nous basons notre budget avec des dépenses réelles de fonctionnement en baisse, avec une prévision de l'ordre de 95 000 € de dépenses en moins qu'au budget primitif 2025. Dans le même temps, dans l'hypothèse politique, l'actualité politique actuelle, nous avons basé nos recettes de fonctionnement sur des recettes en baisse, elles aussi, pour être extrêmement prudents. Nous n'avons pas intégré de revalorisation des bases. Si les parlementaires venaient une année de plus, comme il a fait toutes les années précédentes, revaloriser les bases, ça pourrait générer, si on est sur le niveau de l'inflation, 50 000 € de recettes supplémentaires. Et pour la 4e année consécutive, les taux de fiscalité resteront stables. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, nous ne dépasserons jamais la moyenne des villes de notre strate en matière d'imposition. Sur l'investissement, on a une priorité claire qui est d'achever la réfection de l'avenue du Tursan et un principe de gestion qui consiste à poursuivre la chasse aux subventions, mais dans cette période d'incertitude, de ne lancer aucune autre réalisation majeure tant qu'on n'aura pas fini l'avenue du Tursan et tant que les subventions ne nous seront pas notifiées. Je viens de parler de la stabilité des impôts. Le propos serait incomplet si je ne parlais pas dans le même temps de la stabilité de la dette. Il fut un temps où les politiques étaient peut-être moins courageux et s'achetaient une vertu en expliquant qu'ils augmentaient peu les impôts, tout en doublant ou triplant la dette dans le même temps. Et donc la dette du budget principal de la ville va continuer à baisser en 2026 pour atteindre une baisse de plus de 650 000 € par rapport à 2013. Et si je reprends la dette globale, c'est-à-dire tout budget confondu, elle sera à fin 2026 inférieure à la dette globale à fin 2013, et ce alors que la ville s'est entre-temps enrichie d'un parc photovoltaïque qui va générer pendant 20 ans
90 000 euros de revenus tous les ans, et que la ville s'est enrichie de 7 hectares de constructibles, dont 2 viabilisés à l'écoquartier, qui est une réserve foncière d'une valeur accrue par les lois ZAN et le nouveau PLUI qui réduisent les disponibilités de terrain à venir. Comment se fait-il que la baisse globale sera inférieure à fin 2026 à celle de fin 2013 alors qu'on a cet actif en plus? Et ceci tout simplement parce que sur les 3 budgets existants en 2013, ville, eau et assainissement, nous avons une baisse de la dette de près de 1,9 million d'euros sur ces 3 budgets confondus. Voilà les éléments clés qui me semblaient importants de rappeler par rapport à nos orientations budgétaires. Y a-t-il des questions? Oui, M. Mallet. Alors, premièrement, réaliser un rapport d'orientation budgétaire sans savoir quelles seront les dotations de l'État, alors qu'aujourd'hui on a un congrès des maires qui annonce qu'il y aura une forte baisse des dotations. Bon, cela revient à penser que vous serez plus fort que les députés ou que les sénateurs pour anticiper ce qui sera fait dans les prochaines semaines. Comme vous le précisez, ce sont bien vos orientations et vos projets. Donc en quelque sorte, c'est un petit peu votre programme pour les prochaines élections, si bien ce que j'ai compris. Bon, je constate tout de même, puisque vous parlez de la dette, que ça y est, vous confirmez enfin qu'il y a bien 17 millions d'euros, ou plus de 17 millions d'euros de dette. Donc vous parlez des budgets annexes d'eau et d'assainissement, alors qu'en parallèle, eh bien, vous avez privatisé ces services. Donc ça veut dire que c'est bien les Saint-Séverins qui continuent à payer cette dette, alors que vous avez privatisé l'ensemble de ces services. Que vous avez fait ce choix-là. Je vous rappelle que c'est bien vous aujourd'hui, quand vous parlez de dette, que c'est bien vous qui avez engagé la quasi-totalité des dettes de la commune. Donc pas revenir encore et sans cesse à comparer avec 2013, il faudrait peut-être au bout d'un moment que vous commenciez à assumer que vous n'avez pas réussi justement à la diminuer dans ces 12 ans, malgré tout ce que vous essayez de nous dire et de nous faire croire. Argumenter une diminution de dette alors que vous avez tout dilapidé, c'est un petit peu malhonnête à ma vision à moi en tout cas. C'est du grand délire. C'est le cirque, C'est tout? C'est tout, c'est surtout bien dommage pour les Saint-Séverin. Oh, oui. Tout dilapidé. Pourquoi le propos politique a besoin d'une telle méchanceté? Est-ce qu'on n'est pas capable au fond, d'évoquer des divergences entre nous sereinement? Je vais essayer de répondre point par point. Le premier, sans connaître le budget. On a voté à la région, c'est Alain Rousset, socialiste de son État, qui a porté pour les orientations budgétaires, nos orientations budgétaires. J'imagine que le département a dû les voter ou est en train de les préparer. Toutes les collectivités font comme ça. Elles sont toutes basées sur une chose simple, c'est le projet de budget qui est soumis au Parlement. En première lecture, les députés n'ont pas proposé de baisse des dotations. Des rencontres que je peux avoir avec des sénateurs, dans la majorité au Sénat, on sait que les sénateurs n'iront pas vers une baisse des dotations. Y aura-t-il une revalorisation des bases? C'est sur la table. Sur les projets de dotation, on a même une part sur les parties ruralité qui sont en augmentation. Et donc il est possible qu'on puisse avoir une petite dynamique là-dessus. Sur la dette, si Jean-Pierre Dagne m'avait laissé la dette à zéro au 6 avril 2014, la dette serait aujourd'hui à zéro et on aurait 650 000 euros d'épargne à côté, placés en banque. C'est très simple. Et sur la privatisation de l'eau, tous les actifs sont la propriété de la ville. Nous sommes dans une gestion publique qui a été déléguée à des professionnels qui, effectivement, font plus de travaux
que ne le font certains syndicats publics voisins, qui le font avec un tarif payé par l'usager qui est meilleur et qui au final permettent de réduire la dette de ces budgets, puisque tous les investissements nouveaux sont autofinancés et pas financés par la dette. Et je crains que je n'arriverai jamais à vous convaincre là-dessus. Oui ? Alors, non seulement vous n'arriverez pas à me convaincre, ça c'est sûr, mais par contre, ce qui est aussi certain, c'est que vous avez bien appliqué, c'est-à-dire que vous nous parlez de la dette, mais c'est vous qui avez bien choisi d'appliquer en tout cas une augmentation des impôts aussi importante sur ces 10 dernières années. Donc je vous rappelle, et ça a été bien noté dans un journal, donc c'est bien une augmentation de 75%. Et ça, oui madame, je les ai bien payés exactement, en comparant, ben, écoutez, j'invite tous les Saint-Sévérins à comparer leur propre taxe foncière. Et c'est bien le cas, en tout cas pour moi c'est bien le cas, et c'est bien une augmentation de 75%. Donc ça veut dire que c'est bien un choix que vous avez fait, un double choix de ne pas baisser la dette, mais d'augmenter largement les impôts, en plus en privatisant l'ensemble des services publics qui sont pourtant nécessaires et primordiaux. L'eau et l'assainissement, ce sont des points extrêmement importants et vitaux pour l'ensemble de la population. C'est donc quelque chose qui est toujours très important. Privatiser, ça veut dire quoi? Bien, si vous voulez, je vais répondre. Privatiser, ça veut dire qu'on cède les actifs. C'est une gestion publique. Il y a l'égalité des citoyens pour payer l'impôt. L'entreprise répond à des objectifs fixés par notre collectivité. Et tous les ans, il y a un rapport qui passe en conseil municipal, parce que le maître d'ouvrage, ça reste nous. C'est un mode de gestion qui est, pour plein de raisons, et on le verra tout à l'heure, plus compétitif, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais pour les impôts, je vais vous poser une question. Qui est le responsable du fait que les taxes foncières payées ont augmenté de 75%? C'est moi. Bien, alors on va passer à un petit slide. Vous avez 3 couleurs. En 32%, l'augmentation est liée à l'augmentation du taux du département et l'augmentation de la communauté de communes. Le département ayant augmenté son taux lorsqu'il avait la possibilité de 14,06 à 16,97, et la communauté de communes étant passée de 0,09 à 1,66. Bon, je l'ai mis en rose. Il y a 27% d'augmentation qui est liée à la révision des bases par l'État. Je l'ai mis en orange. Et il y a 25% qui est lié à la ville. Je me suis permis de le mettre en bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les communes des Landes ont augmenté de 49%, même là où elles n'ont pas du tout touché à la fiscalité qui est décidée par la ville. Je vais vous poser une deuxième question, M. Mallet. Est-ce qu'on paye plus d'impôts à Saint-Sevé que dans les villes comparables? C'est ça, au fond, votre accusation. Je suis ravi d'avoir un quiz ce soir de votre part. J'ai l'impression de passer un examen, on dirait. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est bien, moi, la taxe foncière que je paye en plus. Et ça, vous pouvez... Alors, je ne sais pas, hein, si vous le niez tous, c'est que peut-être vous n'avez pas eu la même chance que moi d'avoir cette taxe foncière et l'application de cette taxe foncière. En tout cas, c'est bien ça que je reproche, c'est que, oui, bien sûr il y en a ailleurs dans le département et dans les autres départements, une part qui est due, pas que à la commune et pas que au choix de son maire. Sauf que la différence avec les autres, c'est que vous avez rajouté, et vous avez rajouté 2 augmentations pendant votre mandat. 2 augmentations assez significatives, quand même, monsieur Taudin. Alors, vous semblez dire, au fond, qu'on payerait, puisqu'on a augmenté les impôts, plus que nos voisins. On va passer à un autre slide.
À Saint-Sevé, on paye en moyenne par habitant, c'est les statistiques de collectivité-locale.gouv.fr, c'est le ministère des Finances, c'est consultable par tous. On paye en moyenne 534 € par habitant. J'ai pris 2 communes voisines, Ers-sur-l'Adour 553, c'est plus, Agenmo 593, ça veut dire que les Agenmosiens en moyenne payent 69 € de plus que les Saint-Séverins. Et je vous ai même mis la moyenne de la strate au niveau national, où on est à 553. Ça veut dire que les Saint-Séverins payent moins d'impôts par habitant que les habitants de villes de 5000 habitants. J'ai une dernière question. Connaissez-vous le pourcentage de communes dans les Landes, j'ai pris les 20 plus grosses, hein, donc on va dire les villes, qui n'ont pas touché à l'auto communal depuis 2013. Puisque vous me reprochez qu'on y a touché 2 fois. Non, en tout cas, je suis sûr qu'il n'y en a qu'une seule qui l'a augmenté de 19 et 25%. Donc de 44% juste par ses choix, son propre choix. Et ça, il n'y en a bien qu'une seule. Très bien. Bon, donc vous ne savez pas la commune qui est la seule de notre... excusez-moi. 90% des communes ont touché leur fiscalité communale. 90% des communes, si je prends les 20 villes les plus grosses. Il n'y en a qu'une de notre taille, dès lors, qui n'a pas touché à son taux communal depuis 2013. Si je suis votre exemple, ça serait vraiment l'exemple à suivre. Alors je vais le citer, Saint-Martin-de-Seignanx, dirigé par Lionel Cos, Parti socialiste devenu La République en marche, et puis battu, son équipe, par des divers gauches. Donc à vous écouter, ça serait vraiment l'exemple à suivre. Alors là-bas, ça a augmenté de 49,4% à cause de l'augmentation du département et de la révision des bases, comme partout. Mais bizarrement, cette commune, vous voyez aujourd'hui, elle a toujours un taux de fiscalité 7% plus haut qu'à Saint-Sevé. Alors si je vous écoute, c'est le bon élève, il n'a pas passé d'augmentation, mais dans la vérité, ça fait 12 ans que les contribuables là-bas payent beaucoup plus d'impôts que chez nous, et même si ça n'a pas augmenté là-bas alors que chez nous ça a augmenté de 25%, ils payent toujours 7% de plus que nous. La vérité, c'est que les taux étaient plus faibles, qu'on a tout fait pour les garder plus longtemps plus faibles, et qu'aujourd'hui, ils restent toujours plus faibles que la moyenne, mais que si on veut payer les réalisations, si on veut arrêter de recourir à la dette, parce que nous, on l'a baissé, pour faire toutes les réalisations dont les Saint-Séverins sont contents, ben, il faut payer un peu d'impôts. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. C'est bon? Oui, monsieur Mallet, moi je suis surprise quand même, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez désolé d'avoir à payer de la taxe foncière. Mais je vous croyais généreux. Je pensais que vous vouliez partager beaucoup de choses. Donc si vous voulez partager, il faut aussi commencer par vous. Est-ce qu'on peut acter que le débat d'orientation a eu lieu? Oui, Olivier. Bon, ce ton professoral, c'est vrai que c'est amusant, mais on se l'était dit entre nous avant, et vous allez voir, c'est à chaque fois la même chose. Ce ton professoral faussement serein pour nous expliquer l'inexplicable. Première chose, les impôts augmentent, c'est une réalité à Saint-Sevé. Le cadre juridique était le même pour tout le monde, on en convient. La fiscalité du département, c'est un transfert de fiscalité. Si vous considérez que cet argent que vous avez perçu depuis 2021 n'était pas judicieux, il fallait à ce moment-là baisser à due concurrence les impôts. Je n'ai jamais eu ce choix à faire au sein du conseil municipal, première chose. Deuxième chose, l'augmentation des bases. Rien ne vous interdit de proposer, pour que le montant des impôts soit nul chaque année pour les Saint-Séverins, de baisser à due concurrence de l'augmentation des bases fiscales votées en loi de finances initiale, de ne pas donc l'impacter sur les feuilles d'impôt. Vous ne l'avez pas fait. Et Cédric l'a dit à juste titre, en effet, effectivement, nous avons eu le record dans le département en matière de choix politiques que vous avez fait souverainement, avec l'opposition des 6 membres de notre liste, de ne pas participer à cette augmentation exponentielle des impôts qui place la commune de Saint-Sevé
dans les Landes comme étant la commune qui a le plus augmenté la fiscalité ces dernières années. Concernant plus 75... Mais attendez, à un moment, c'est très difficile, je comprends pour vous, de vous fracasser sur le mur de la réalité, mais les Saint-Séverins ont une augmentation de 75%. J'ai même entendu un chef d'entreprise nous dire qu'il nous a conforté dans l'idée qu'effectivement, il avait bien plus de 75%. Vous allez donc dire aux Saint-Séverins, dans le blanc des yeux, avec votre aplomb légendaire, qu'effectivement, les impôts n'ont pas augmenté de 75%. Nous l'affirmons, nous avons tous nos feuilles d'impôts, nous savons les lire, nous payons nos impôts consciencieusement. Les impôts ont augmenté de 75% à Saint-Sevé. C'est ce qu'il y a sur nos feuilles d'impôts. Ensuite, vous nous expliquez, et j'en suis ravi, qu'enfin, vous reconnaissez que la dette est importante, mais attention, la subtilité. On a de l'actif parce qu'effectivement, on a viabilisé des terrains, donc on a du patrimoine, donc c'est de la dette bien dépensée. Mais si on a de l'actif à l'écoquartier, c'est parce que quand même depuis 6 ans, on n'a pas été foutu de vendre un mètre carré dans cet espace. Donc aujourd'hui, si on a cet actif, c'est facile de valoriser une dette en disant on a de l'actif. Si on fonctionnait bien, si l'écoquartier était un succès, on ne serait plus là pour en parler, le dossier serait clos. Mais non, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas là mon explication, cher ami. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais dans tous les cas de figure, je l'ai noté parce que c'était votre propos introductif, sachez, vous avez une vilaine manie d'interrompre les gens. Vous avez une vilaine manie d'interrompre les gens, s'il vous plaît. Vous expliquez que la dette, en gros, finalement, c'est de la bonne dette. Je suis désolé, on prend l'eau et l'assainissement. Aujourd'hui, sur nos feuilles, quand on paye à la Sogedo, il y a une ligne spécifique, remboursement de la dette. Cette société aujourd'hui, vous avez privatisé le service, n'en vous déplaise, cette société aujourd'hui fait du cash en vendant l'eau et en faisant payer des taxes aux Saint-Séverins, une grande partie, puisqu'on a quelques opérateurs à l'extérieur, alors qu'on continue à payer la dette antérieure à la privatisation, à cette délégation de services publics. C'est une ligne indépendante, individualisée sur nos factures. Peut-être que vous ne lisez pas vos factures. Moi, je la lis parce que je vis dans la vraie vie, je paye mes factures comme tout le monde, je l'espère. Donc la réalité, c'est celle-là. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes quand même remarquable de nous dire que finalement, la dette, ce n'est plus un problème. Finalement, tout va bien, que c'est une bonne dette, alors que pendant des années, vous n'avez eu de cesse de nous expliquer que c'était l'enfer absolu avant vous et qu'après, c'était le bonheur à Saint-Sevé, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous vous fracassez sur la réalité des choses, où on a une difficulté au niveau de l'augmentation de la fiscalité. Les Saint-Séverins se contrefichent de savoir ce qui se passe à Saint-Martin-de-Seignan ou ailleurs. Ils avaient un pouvoir d'achat qui a été impacté à la baisse parce que vous avez augmenté les impôts. Les Saint-Séverins se contrefichent, pour la plupart d'entre nous, j'en fais partie, de dire « Ah oui, l'eau au Marseillon, elle est plus chère, elle est moins chère. » Moi, je m'en fous, c'est qu'avant, avec la régie, c'était moins cher. Aujourd'hui, avec la Sogedo, je paye plus cher. C'est ça la réalité de mes factures. Donc, et avec le SIDEC, ça baisse ? Vous pouvez... Le SIDEC n'est pas là. Aujourd'hui, vous avez fait un choix où, au final, les Saint-Séverins payent plus cher. Donc, arrêtez de donner des leçons, arrêtez de nous expliquer que vous gérez merveilleusement bien. La fiscalité est au taquet, les Saint-Séverins se contrefichent de ce qui se passe ailleurs. La dette est au taquet, les Saint-Séverins se contrefichent de ce qui se passe ailleurs au niveau de la dette. Et c'est la même chose pour l'eau et l'assainissement. On ne compare pas avec le Marseillon ou le SIDEC. C'est qu'avant, il y avait une régie, il y avait un service rendu de qualité qui était fait par une régie municipale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amélioration du service et le prix est plus cher. Cerise sur le gâteau, quand je suis allé payer ma facture d'eau, on m'a expliqué que désormais, on ne pourrait plus prendre mon chèque et qu'il faudrait que je l'envoie à Nanterre. Alors que vous nous aviez promis que le service public resterait local et qu'on aurait encore du personnel pour nous accueillir et nous expliquer qu'en cas de besoin, on pourrait à la fois... Oui, c'est vrai, notez-le, c'est vrai. C'est ça la réalité. Et j'ai même posé la question à d'autres, et d'autres Saint-Séverins m'ont dit la même chose. On ne peut plus payer, par exemple, en chèque. C'est un petit détail, mais bon, peut-être que pour vous, c'est pas très très important. Mais voilà la preuve qu'effectivement, des choses, encore une fois, mal pensées, mal faites, et qui payent les pots cassés, l'ensemble des Saint-Séverins. Et je le regrette, mais sachez que vendredi matin, il est proposé 125 000 € de subvention pour l'avenue du Tursan. Je pense que cette subvention sera votée, monsieur le maire. Je vous en remercie. C'est notre est-ce qu'il peut y avoir ici
un respect des règles de bienséance. Monsieur Martinez, vous avez été DGS au service de Jean-Pierre Dalle. Est-ce que vous pouvez nous dire de combien les taux de fiscalité ont été augmentés à la période où vous étiez le directeur de la mairie? Excusez-moi, mais moi je n'étais pas élu, il faut demander ça à vos prédécesseurs, Très bien. ainsi qu'à M. Brett, ainsi qu'à d'autres. Alors, c'est tout. Donc aujourd'hui, vous savez, je Non, vous le mais répète, je n'ai jamais géré cette collectivité. Vous êtes comptable devant les Saint-Séverins de ce que vous avez fait, bien fait ou mal fait. Voilà, c'est le principe des échéances électorales et des campagnes. Moi, je n'ai jamais géré cette commune. Mais écoutez, Voilà. moi, j'assume de la gérer et je suis fier des choix de gestion que nous faisons. Jean-Pierre Dalle a augmenté les taux municipaux de 33%. Si on rajoute l'évolution des bases, on monte à 65%. Et donc, voilà. Si vous regardez Mano, 103%. Lynx, 95%. La vérité, c'est que les impôts ont moins augmenté à Saint-Sevé que dans la moyenne de la strate en euros, et qu'au final, quand il y a une réévaluation des bases parce qu'il y a de l'inflation, tous les contribuables payent un peu plus, ils ont un peu plus de retraite, ils ont un peu plus de revenus, c'est comme ça. Ça fait plaisir à personne, mais je ne connais pas une seule commune qui a baissé ses taux d'imposition parce qu'il y avait des bases qui augmentaient alors que tous les coûts augmentent. Ça, c'est le premier point. Sur la dette, nous avions récupéré une dette 3 fois supérieure à la moyenne. C'est comme ça. Et je vous redis que si on avait reçu une dette à zéro, on aurait non seulement toujours une dette à zéro, mais 650 000 euros de placés. C'est comme ça. Et cette dette-là, je préfère avoir la dette d'aujourd'hui, sachant qu'on a l'épargne qui a doublé, tant et si bien que dans ce projet de DOB, on est en capacité de rembourser cette dette entre 6 et 7 ans, alors qu'on était à 15 années lorsqu'on arrive à la responsabilité. Voilà. Sur l'eau, mais qui se plaint du service de l'eau aujourd'hui? Vous n'êtes pas dépanné? On n'est pas en train de préparer la télé-relève? Le rendement, nous étions à 67% de rendement, il y avait 33% de fuite en 2018. On est à moins d'un quart aujourd'hui. Et ça, c'est pas s'il y a de la technique, de la recherche de fuite. Tous les travaux sont autofinancés. Quand il y a la ligne remboursement, mais bien sûr que c'est l'usager qui paye. Mais c'était l'usager qui payait du temps de la régie aussi. Si ce n'est que aujourd'hui, dans le prix de l'eau, aucun travaux n'est financé par la dette, puisqu'on se désendette au fur et à mesure. Et au final, on a un prix inférieur au Marseillais. Je vous propose que nous prenions... Est-ce que je peux reprendre la parole? Oui, bien sûr. Je vous le répète, les Saint-Séverins se contrefichent du Marseillon. C'était la régie, maintenant la Sogedo. C'est comme ça qu'on compare. D'accord? Je rappelle que ici même, là, nous représentons une partie de la population. Nous sommes démocratiquement élus et à ce titre, nous avons tout à fait légitimité pour parler en leur nom. Et vous, tout autant, de votre côté. Donc les donneurs de leçons, hein, ça va 5 minutes. Première chose. Deuxième chose, Monsieur Dalle donc, aurait augmenté la dette de 63%, vous avez dit? Ah non, il l'a doublé. Non, puisqu'elle est passée... La fiscalité, pardon. Ah, si je compte la réévaluation des bases... La fiscalité. 33%. 33%. Alors, il faut savoir que les 2 mandats, c'était 13 années. Hein. C'était 13 années. Vous, au bout de 10 ans, vous êtes déjà à 75% avec l'ensemble. Donc, je conforte l'idée que on ne peut décidément pas... On ne peut décidément pas combattre une telle capacité de gestion de la ville. Ensuite, vous parlez du désordre. Alors, ça fait sourire. Excusez-moi, je peux terminer si vous voulez. Excusez-moi. Non, mais je sais, ça crispe un peu de dire les vérités, je vous comprends. Vous nous expliquez, et vous reconnaissez, je le redis, que la dette, enfin, est au montant que nous avons toujours affirmé. Moi, j'ai le compte-rendu d'un conseil municipal suite au rapport de la Chambre régionale des comptes sous les yeux. Et je ne comprends pas ce que vous nous dites, parce qu'à l'époque, la dette de la commune était de 10,5 millions d'euros, et la CRC annonçait 17,5 millions d'euros, et vous disiez, à qui voulait l'entendre, que nous étions des menteurs. Nous sommes ravis de savoir, finalement, nous ne le sommes pas. À l'époque, en 2023, vous avez affirmé,
vérifiable, hein. Notre capacité de désendettement est de 6,1 années. C'est ce que vous avez dit. La CRC, 2 points, ouvrez les guillemets, entre 2017 et 2021, la capacité de désendettement est en moyenne de 12,9 années, le seuil de 12 ans étant considéré comme l'indicateur de la dégradation de la situation financière par un endettement devenu difficilement soutenable. Je reprends in extenso les termes précis du rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc, à un moment, il va falloir arrêter de raconter de belles histoires au Saint-Séverin, où vous nous expliquez que les magistrats de la Cour des comptes sont des menteurs, où vous affirmez enfin, par un souci d'honnêteté, que vous avez fait n'importe quoi depuis 2 mandats, s'il vous plaît. Oh, je crois qu'on est parti ce soir. On a eu un grand moment de théâtre. Je t'écoute. Non, moi je rigole juste quand Olivier parle de donneur de leçons, de taux professoral et d'aplomb, parce que je crois que tu en es le maître absolu. Bien. La dette sera à fin 2026 de 10 399 535 €, soit une baisse de plus de 650 000 €. Je parle du budget ville depuis 2013. Et si on calcule l'épargne, nous serons sur une prévision de capacité de désendettement que j'ai sous les yeux à 6,7 années. Voilà. Donc, ça c'est factuel, je ne vais pas revenir là-dessus. Y a-t-il des gens qui veulent passer au vote? Je crois qu'on peut y aller. Bien. Y a-t-il des gens qui sont contre ce débat d'orientation budgétaire? Ah, mais vous pourriez prendre, voter contre le fait que vous preniez acte. On est obligé de prendre acte, on en a discuté. Mais écoutez, moi je me réjouis quand vous êtes pour. Y a-t-il des abstentions? Le débat a eu lieu. Nous avons une créance éteinte. Malheureusement, le commerce de la ville qui ne paiera jamais, suite à un dépôt de bilan, sa facture d'eau. C'est la délibération numéro 9. Il y en a pour 2 682 €. En dépit de tous les recours, il nous faut acter que cette créance ne sera jamais résolvée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons, comme chaque année, des familles qui sont à moins de 3 km de l'école et qui prennent le bus. Et donc, ils sont amenés à payer le bus. C'est la ville qui leur rembourse, de façon à ce qu'il n'y ait pas de discrimination et que tous ceux qui utilisent le bus sur notre commune puissent jouir de la gratuité. Il s'agit d'un montant de 219 €. C'est pour 3 enfants de la même famille. Ce sera 219 € pour chaque enfant. Ah, il a 3 prénoms? Bon, alors c'est qu'un seul enfant. L'an dernier, on en avait 2, là, il n'y en a qu'un. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 11, dans le cadre de la construction des 36 logements à loyer modéré à l'écoquartier par le bailleur Domo France, tel que nous l'avions voté au mois d'avril. Il nous faut mettre en œuvre la garantie d'emprunt. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bien entendu. Puisque c'est un sujet qu'on n'a même pas pu évoquer en commission finance, alors que, quand même, on engage la commune sur... on a refusé d'en parler en commission finance, alors quand même, on engage la commune sur plus de 5 millions d'euros en garantie d'emprunt. Donc, si je peux me permettre un petit historique. Vous avez signé un permis de construire le 5 mai. Donc, ce permis, tant mieux si vous connaissiez la SCI SCV Hosto. Moi, je ne la connaissais absolument pas. Et surtout, je ne la vois même pas dans ce projet, dans les différents documents que nous avons aujourd'hui. Et on n'en voit absolument pas parler pour
la construction des logements pour Domo France. Vous avez présenté ce projet succinctement en conseil municipal le 25 mai, en confirmant que nous aurions une convention qui définirait, qui définirait bien tout ce que doit apporter la commune en matière d'investissement et d'entretien au prochain conseil ou au conseil suivant. Donc aujourd'hui, deux constats. Premier constat sur le fond, le projet est démarré, les travaux ont commencé, avant même la signature de la convention qui engagerait la commune dans ce projet. Donc en tant que banquier, puisque justement vous me parliez de banquier tout à l'heure, je peux vous assurer qu'un chantier ne commence réellement que lorsque le plan de financement il est bouclé, il est achevé. Donc vu que le chantier a démarré sans cette convention, ça signifie bien que le porteur de projet avait déjà toutes les garanties et n'avait absolument pas besoin de la commune pour démarrer ce chantier. Je vous rappelle que cet engagement, il engage la commune, il engage donc tous les Saint-Séverins à régler les échéances en lieu et place de Domo France dès la première demande et sans discussion possible, alors même que le bien restera la propriété de Domo France. Ensuite, sur la forme, vous considérez, puisque vous avez déjà réalisé cette pose de première pierre, vous considérez que vous pouvez engager quasiment 5 millions d'euros pour la commune, tout seul, avant même tout échange avec le conseil municipal. Pour moi, c'est un véritable déni de démocratie. Si le constructeur a déposé un permis de construire et a lancé les travaux du chantier, c'est bien qu'il avait votre engagement au nom de la commune. Donc l'avis de votre conseil municipal a-t-il si peu d'intérêt pour vous? Qu'on l'on soit de la majorité ou de l'opposition, pour moi en tout cas, il y a des règles à respecter. Et je trouve qu'elles ne l'ont pas été, une nouvelle fois, dans ce dossier. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous allons nous opposer, et que je vous invite même, tous élus, à respecter ce qui doit être fait dans un conseil municipal. C'est formidable. C'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est pas une insulte, c'est une tirade formidable. Vous me reprochez de mettre en œuvre ce qui a déjà été acté. On va le passer à l'écran. Nous avons délibéré, tous ensemble, sur le principe de garantie, le 26 mai 2025. J'ai repris le procès verbal. Il y avait les échanges avec notamment Olivier sur le risque ou pas de risque. Et là, vous avez le vote. Nous avons voté à l'unanimité la garantie d'emprunt. Vous m'avez même autorisé à mener les négociations pour garantir jusqu'à 5 millions d'emprunts. Au final, est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est à 5 millions? Non, on est à 4,8 millions. On est en dessous. Mais vous allez donc, j'ai respecté à la lettre la transparence et les éléments du conseil municipal. Puisqu'on a déjà délibéré et qu'à l'unanimité, vous m'avez dit, monsieur le maire, on est heureux qu'il y ait des logements sociaux. À chaque fois, il y a forcément, par les collectivités, des garanties d'emprunt. Des fois le département, des fois la Comcom, des fois les villes. Et donc, on vous autorise à aller là-dedans. Vous l'aviez peut-être oublié. Vous avez peut-être oublié que vous l'avez voté, mais en tout cas, sur un plan formel et du respect, je ne vois pas qu'est-ce que vous pouvez me reprocher. Deuxième élément. Vous dites, oh, mais les travaux ont commencé avant. Mais on est dans une VFA, monsieur Mallet. Vente en état final d'achèvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un constructeur qui construit, qui le finance à sa manière, et qui, quand c'est fini, le vend à un bailleur. C'est qui qu'on cautionne, nous? C'est pas le constructeur. Ce qu'on cautionne, c'est le bailleur qui, pendant 40 ou 50 ans, va exploiter le lieu. Ça s'appelle Domo France. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on a raison de faire ça? Olivier, est-ce qu'on a raison? Parce que toi, tu es amené au département régulièrement à voter des... Ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Non, mais... Donc, quoi qu'il arrive, vous aviez également dit, d'ailleurs je ne le vois pas là, que vous engagiez à présenter la convention avant le démarrage des travaux.
Bon, ce que l'on n'a pas eu. Non, non. Deuxièmement, je ne peux pas vous laisser dire des choses fausses. Donc. J'ai dit qu'on le passerait à un prochain conseil. Exactement. Est-ce qu'on l'a passé au prochain conseil? À un prochain conseil. Il a dit au prochain conseil. C'est écrit dans le procès verbal. C'est dans le procès verbal, vous l'avez là. Donc, ensuite, par rapport à un projet en VFA, une construction en VFA, ça veut dire que vous êtes en train de nous expliquer que le promoteur, le constructeur, qui doit réaliser des travaux en 8 mois, donc assez exceptionnel pour finaliser des travaux, démarre des travaux sans que son financement ou sans que son acheteur ait bouclé son investissement ou son plan de financement. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Que l'on a donc choisi et que l'on a un constructeur, un promoteur qui est parti sans avoir aucune garantie, donc tout seul. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Mais monsieur Mallet, vous comprenez rien. Moi, je suis désolé, mais en tout cas, je comprends très bien. Il y a une chose que je comprends très bien, c'est que les plans de financement sont bouclés sans même avoir passé en commission une présentation. Vous cherchez à On n'a absolument pas voté. vous montez sur vos grands chevaux. Non, ce n'est pas ça. Moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne rentre pas dans la relation entre le constructeur et le bailleur. Le constructeur, il m'a acheté le terrain. Enfin, il nous a acheté le terrain à la ville. On a bien signé la vente. Une fois qu'il est propriétaire, il fait ce qu'il veut chez lui. Moi, je n'interviens pas dedans. Qu'est-ce qu'il m'a demandé le constructeur? C'est qu'avant de l'acheter, il soit viabilisé. On a fait les travaux cet été. Jusque-là, tout est classique. Et le bailleur, quand il sera propriétaire, c'est-à-dire à un moment de la réception du chantier, et avant que ne rentrent des locataires, eh bien lui, il finance ça par des emprunts de très long terme. C'est la Caisse des dépôts et c'est la Banque des territoires, hein, c'est la Caisse des dépôts et consignations. C'est l'État qui fait l'emprunt, là. Donc, c'est normal qu'il y ait une garantie, ça permet d'avoir un taux plus bas. C'est ce que fait le département très régulièrement. Puisque l'état des garanties d'emprunt du département des Landes est de 580 millions d'euros, plus d'un demi-milliard d'euros. Et parmi ces garanties d'emprunt, il y a même 9 millions d'euros qui est garantis auprès de Domo France. Donc, le département le fait, les Comcom le font, là c'est la ville. Vous avez voté à l'unanimité au mois de mai. J'espérais que, alors qu'on m'avait autorisé, vous avez voté pour 5 millions, qu'à 4,8 millions, vous soyez d'accord. Oui, monsieur Martinez. Alors arrêtez de prendre pour exemple le département, parce que la situation dans laquelle on est, je ne sais pas si vous ne comprenez pas, c'est étonnant, hein. Vous ne voulez pas comprendre, je pense que vous êtes quand même quelqu'un d'intelligent, vous avez parfaitement compris que là, il y a anguille sous roche dans votre histoire. On a quand même un constructeur aujourd'hui qui s'engage à faire des travaux parce que le bailleur, c'est Domo France, aura à partir de ce soir une garantie d'emprunt votée. Non, mais laissez-moi terminer. Non, c'est pas ça. La logique, c'est celle-là. À quel moment un constructeur s'engage avec un bailleur avec lequel il a une relation contractuelle si ce constructeur se rend compte que ce bailleur n'est pas solvable? Bailleur qui a dit, vous inquiétez pas, vous, constructeur, moi, je me fais fort d'avoir auprès de la mairie une garantie d'emprunt. Si aujourd'hui le constructeur a commencé les travaux, c'est que le bailleur, avant ce soir, lui a donné toute garantie de solvabilité pour faire l'opération. Donc, Domo France, le bailleur, n'a aucune raison légitime de nous solliciter pour mobiliser une garantie d'emprunt. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est un truc bancaire basique. Mais c'est complètement... C'est heureusement que tu n'es pas banquier. Parce que on aurait vraiment... Tu le sois. Non, mais ça, je découvre. Hein, tout le monde ne travaille pas dans le privé. Hein. Dans la vie, on prend des engagements. J'ai acheté un bien rue de Pontix. J'ai pu signer le sous-seing sans avoir encore l'emprunt. Là, qu'est-ce qui se passe? Domo France est une filiale d'Action Logement qui est financée par le 1% patronal. Une entreprise qui a des fonds propres énormes. Sur cette opération, ils ont contracté avec un constructeur qui s'appelle la SAGI. Le jour où les locataires vont commencer, et tel que c'est prévu depuis le mois de mai, la ville va garantir l'emprunt. Alors je vois bien que
cette cité militaire, par les temps qui courent, là, ça vous chagrine. Je devrais pourtant vous en réjouir. Et que vous cherchiez à expliquer, chercher des chicayas. Le département garantit Dôme-France à hauteur de 9 millions. Le département garantit des offices HLM à hauteur de 580 millions. La ville va le faire pour 40 ans à hauteur de 4 millions 8. Et ce n'est pas dans le bilan, ce n'est pas une dette, c'est une garantie qui permet d'avoir un meilleur taux. Oui. Il faut arrêter de prendre pour exemple le département. Jamais nous n'autorisons un bailleur, une opération de ce type, à commencer des travaux et à contractualiser avec un constructeur si on est sollicité au titre d'une garantie d'emprunt. Si cette opération, telle qu'on l'a actuellement concrètement sur votre quartier de Nothomb, se concrétise à l'heure où on se parle, nous, département, nous n'engageons pas la garantie. Puisque vous venez de le dire, Dôme-France a des fonds propres énormes, c'est ce que vous avez dit. Ce qui vient encore cautionner le fait qu'on reste interrogatif sur cette demande de garantie qui finalement n'a pas lieu d'être, de par la chronologie des faits et de par l'assise financière de ce bailleur qui vous sollicite. Bien. Moi, voilà. Je vous confirme que sur les opérations de Narros, Saint-Paul-d'Étaxe, Mont-de-Marsan et Peyrehorade, vous avez garanti des prêts à Dôme-France sur des acquisitions qui ont été faites en VFA. C'est le même procédé. Mais pas des opérations en VFA, c'est le fait que les travaux ne commencent pas avant. Mais vous ne comprenez pas ce qu'on dit. C'est très inquiétant. Écoutez, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Mais écoutez, la problématique, c'est la chronologie. Ces gens construisent, et après on vient nous expliquer qu'il nous faut une garantie. Il n'y a pas de garantie. Mais non, bon, j'ai bien compris que je n'arriverai pas à vous convaincre. Bon, je vous propose, dès lors qu'on adopte cette convention, puisqu'on l'avait voté le principe à l'unanimité, et que là, il faut la mettre en œuvre. Et que les travaux vont démarrer, vont se poursuivre, je veux dire, parce qu'il y a déjà les fondations. Oui ? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est ce que j'essaie de faire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas quand même. C'est que on a voté ça au mois de mai. Oui, oui. On a voté ça à l'unanimité. Oui, mais bon, non, puis les choses avancent. Oui, non, on a voté ça à l'unanimité. Les travaux n'avaient pas commencé au mois de mai. Les travaux n'avaient pas commencé au mois de mai. Bien sûr que non. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bien. Moi j'ai bien compris qu'on n'allait pas vous convaincre. Non, mais c'est pas une question. Il vous revient une chose simple. Est-ce que vous positionnez pour ou contre? Ce qu'on ne cherche pas à être convaincu, c'est que les choses ne sont pas faites dans l'ordre et dans les règles. Elles sont faites parfaitement. Donc ça veut dire que, je regrette, mais quand on démarre les travaux avant même d'avoir signé les conventions, sinon pourquoi aurions dû nous le voter aujourd'hui dans ce cas-là? Donc ça veut dire qu'il y a bien une convention, qui datait du 18 novembre. Donc ça veut dire que les travaux ont commencé avant même que cette convention soit signée. Cela signifie que vous avez choisi d'engager les Saint-Sévérins sur ce projet de 5 millions d'euros, alors même que Dôme-France n'en a pas besoin. Monsieur Mallet, il y a eu 4 réunions publiques, vous avez dit que c'était du flanc, ça ne verrait pas le jour. Ce soir, vous nous racontez quelque chose qui est du même ordre, et je crois que vous perdez. Je n'ai jamais dit que ce ne verrait pas le jour, et je vais vous rassurer, je vous permettre, peut-être bien dormir comme vous l'aviez déjà dit. Je suis ravi de voir des familles arriver. Je suis ravi de voir des familles arriver. Voilà. Bon, écoutez, c'est déjà un début de repentance. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions sur cette délibération numéro 2 ? Il a dit que ça n'était pas commencé, parce que quand ça fonctionne normalement, ça ne peut pas commencer avant la délibération qui nous intéresse ce soir à l'instant même. Vous contrevenez à la réglementation et aux règles. Je ne peux pas vous laisser dire des choses fausses et des accusations de cet ordre, M. Martinez. Nous faisons les choses dans les règles. Nous avons une excellente DGS. Et tout ça a été préparé tant avec Dôme-France qu'avec tous les acteurs publics concernés. Nous avions vendredi le préfet, la directrice de la DDTM, nous avions l'état-major de l'armée. Tous ces acteurs publics sont très heureux de voir ce chantier avancer au rythme auquel il avance. Je vais vous proposer dès lors que nous adoptions cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Ah ben voilà. Il fallait nous dire que vous cherchez juste un prétexte.
à voter contre un bon projet. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes pour? On va lever la main quand même pour dire à quel point on est heureux quand même que ce projet avance. Je vous en remercie. Délibération suivante. Nous retiendrons que vous êtes contre ce projet, comme vous êtes contre beaucoup de choses positives pour la commune. Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Sevé. Il faut signer, m'autoriser à pouvoir signer l'acte de bail amphithéotique chez le notaire avec EDF Énergie Renouvelable. C'est un bail pour 22 ans. C'est un long projet qui dure depuis plusieurs années, qui va donc maintenant passer à la phase active. Y a-t-il des questions avant qu'on passe au vote? Oui, M. Martinez. Pour éviter de se fâcher, nos amis gersois, Barcelone, il y a 2 L. Peut-être pour une fois, je vous donne raison. Vous voyez, tout arrive. Tout arrive. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Sur les rapports de Marseille-Tursan, y a-t-il des questions sur le rapport de la qualité de l'eau? On s'est posé la question pour l'azote ou sont en train de ce rapport? C'est pas une colle, hein, c'est un truc. Je propose qu'on reprécise plutôt prendre acte et que ça sera. C'est bien ça, parce que, je rappelle que nous avons des écarts, c'est-à-dire certaines communes qui sont aux extrémités de la commune et qui sont directement desservies par le syndicat Tursan-Marseillon qui leur vend directement l'eau. Et donc c'est pour cette raison que nous sommes amenés à voter aussi ces rapports. Y a-t-il des questions avant qu'on passe au vote? On prendra acte que vous l'avez eu. Je vous remercie. Sur le rapport de la Sogedo, ça c'est adopté. sur l'eau potable, nous avons en 2024 une baisse de 1,4% des achats et dans le même temps une baisse des ventes de 0,8%. Et dès lors, on continue à avoir le rendement, c'est-à-dire le pourcentage d'eau vendue sur celle qu'on achète, et donc en contraposé le taux de fuite qui s'améliore, puisqu'on est à 76,4%, soit moins de 23,6% de fuite. Sur l'an dernier, 85 km de canalisation ont été inspectés, ils ont détecté 26 fuites qui ont été réparées. Nous avons les réseaux de Lapaloc et de Papin, où la voirie avait été refaite, qui ont été refaits dessous. Et si on revient sur le tarif, vous avez en page 51 un tarif à 281 € contre en page 15 pour le syndicat Tursan-Marseillon un tarif à 289 €. Et donc on est 3% inférieur à Marseillon qui dessert une partie de notre commune. Y a-t-il des questions avant qu'on passe au vote? Donc oui, après, si on rentre un petit peu dans le détail, il y a bien quand même un indicateur qui est pourtant important, c'est le taux de renouvellement des réseaux, puisque justement, une délégation de service public, une privatisation, eh bien, ça veut dire que on laisse le maître d'œuvre gérer nos réseaux et suivre la qualité des réseaux que l'on avait. Donc on constate que il y a donc en page 11, 30% de moins de taux de renouvellement des réseaux que ce qu'il y a aujourd'hui dans le Marseillon. C'est le seul point de comparaison que l'on a là. Ce qui veut dire que dans quel état retrouverons-nous les réseaux une fois que la délégation sera terminée?
Mais ça prouve bien, en tout cas, qu'il y a bien un taux de renouvellement sur ces 5 ans, c'est pas juste une année, c'est sur les 5 ans inférieur à Marseillon. Et je vous le rappelle, la question, elle n'est pas est-ce que c'est mieux ou pas mieux à Marseillon. La question, elle est surtout comment est-ce que c'était avant, c'était géré en régie, bien géré en régie, et aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup plus flou et abstrait. Et surtout, quand on voit que, eh bien, maintenant, on peut même plus déposer de courrier, de chèque, de quoi que ce soit. Allez-y, ben, déposez un chèque. Moi, je l'ai déposé. J'ai reçu un mail en suivant, en me disant, eh bien, non, on ne peut plus le déposer. Il faudra dorénavant nous l'envoyer par courrier. Eh ben, moi, Faites comme tu veux. J'ai reçu un courrier de l'AST il y a 2 jours qui me dit vous ne pouvez plus payer par chèque les interventions, c'est plus possible. Oui. À l'AST aussi. Mais est-ce que l'AST vous a promis que vous auriez une personne en permanence sur l'ensemble de la délégation? Je ne crois pas, mais en tout cas, c'est bien ce qui a été promis dans la Sogedo. Vous avez tort de ne pas croire, moi je vous dis que oui. Donc, C'est une jolie histoire, Jacques. La réalité, on parle du service public. pour les Saint-Séverins, et aujourd'hui, c'est ce qui a été promis aux Saint-Séverins. De plus, et on le voit, vous parlez du prix du mètre cube qui est inférieur. Mais est-ce que le prix du mètre cube, il n'est pas un petit peu inférieur? Peut-être parce qu'on a encore en contentieux aussi le coût d'achat de l'eau, en gros, avec le syndicat de Marseillon. Donc ça, c'est une des décisions que vous avez encore prise. Et donc, peut-être que quand on aura ce contentieux terminé, bien, les Saint-Séverins retrouveront peut-être la différence que vous nous promettiez, ou en tout cas que vous n'avez pas du tout. Mais Madame Duprat, le choix et la décision qui a été prise par M. Tauzin, c'est bien celle qui s'impose aujourd'hui à tous les Saint-Séverins. Et le Marseillon, moi j'y suis, et c'est franchement pas mieux. Alors, sur le Marseillon... C'est pire, croyez-moi. Sur le Marseillon, juste une remarque. Est-ce que vous connaissez le taux de fuite? Oui, non, mais... Si on sort les canalisations, en gros... On a marqué 77% d'un côté au Marseillon, Si on enlève... et 76% pour la commune de... Si on enlève les ventes en gros, ils sont à 50% de taux de fuite. Eux-mêmes sont conscients. 77% de taux de rendement. Il y a la moitié de la vente en gros. Monsieur le maire, soyons sérieux. Le taux de fuite est supérieur avec la Sogedo qu'avec le Marseillon. C'est écrit noir sur blanc dans les documents. Enfin, c'est extraordinaire. Autant Les je trompistes appellent ça la post-vérité. Malgré le mensonge, il continue. Non, mais autant je peux me demander des fois si Cédric peut ne pas savoir. Mais tu as suffisamment d'expérience pour ne pas sombrer dans le mensonge aussi caractéristique. Je vous confirme qu'au Marseillon, si on enlève les ventes en gros, c'est-à-dire si on est sur le réseau d'adduction final, on est à 50% de fuite. Et donc ils ont un choc de travaux énorme, alors qu'à Saint-Sevé, nous étions aussi à 50% en 2010. Un gros travail de renouvellement des réseaux a été fait pendant la régie et il est poursuivi aujourd'hui. Parce que vous me citez 2024 en disant qu'il n'y a pas eu beaucoup de linéaires. Vous avez oublié en 2023 de me dire qu'on a refait tout le centre. À quel point on a fait un linéaire important. Et ce qui compte, c'est le coût de ce linéaire. Parce que quand vous refaites un linéaire en centre-ville, qui a 100 ans, avec une multitude de réseaux, les contraintes qu'on a eues, ça coûte beaucoup plus cher. Et sur 2025, on est reparti sur des linéaires importants, puisqu'on a tout l'avenue du Tursan sur lequel on refait la canalisation d'eau. Donc, qu'est-ce que je dis ? Et pourquoi on refait le Tursan? Qui avait été refait dans Donc, moi ce que je... Mais je reviens à mon tarif. On est effectivement à moins de 3, et que sur la vente, sur le prix d'achat, heureusement qu'on s'est battu pour ne pas accepter le prix à 36 centimes que nous proposait le syndicat Tursan-Marseillon, parce que le rapport d'experts prouve qu'on aurait dû le payer en 2018 à 0,22 ou 0,23 et non pas 0,25 comme on le payait. C'est-à-dire qu'on le payait trop cher à l'époque. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu finaliser la conciliation qui était prévue avec eux et qui ont souhaité aller au tribunal parce que ce rapport démentait tout leur argumentaire. Et sur la défense du pouvoir d'achat, on ne lâchera jamais. Je vous propose qu'on vote dès lors qu'on approuve ce rapport. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions?
Je vous remercie. Nous avons le rapport de l'assainissement de la Sogedo. Là-dessus, nous avions connu en 2022, avec la grippe aviaire, une baisse des volumes à la station industrielle de 151 000 m3. Il y avait eu une augmentation de 29 000 m3 en 2023. En 2024, plus 43 000. Mais que vous comprenez bien que l'un dans l'autre, on reste malgré tout encore largement en dessous des volumes antérieurs à la grippe aviaire. Sur la station d'épuration urbaine, là au contraire, on a une augmentation des volumes qui est liée aux travaux qui ont été faits au Round de Metz et sur toute la reprise de l'avenue de la Gare, qui en fait nous ont permis de rentrer dans les ratios du rejet en milieu naturel. En 2020, par temps d'orage, il y avait 16% des volumes qui débordaient, et nous sommes en 2024 à 2,33%. C'est le fruit de ces travaux très très importants. Il y a aussi eu des travaux de fait dans toute la reprise de l'assainissement du centre-ville. Sur 2024, nous avons un tarif qui est inférieur à celui du syndicat Marseillon, et pour quelqu'un qui est raccordé au tout à l'époux, c'est 17 € par an qu'il paye en moins que le syndicat Tursan Marseillon. Et on paye combien en plus par rapport à la régie? C'est ça qui nous intéresse, nous, Saint-Séverin. Mais qui peut croire que l'eau va coûter moins cher alors que les normes environnementales n'arrêtent pas de s'accroître et d'être de plus en plus prégnantes? Qui peut croire qu'on paiera moins alors que les taxes sur l'eau n'arrêtent pas d'augmenter? Que les traitements de l'eau n'arrêtent pas d'évoluer. Le rejet dans le milieu naturel est une donnée qui n'existait pas dans le temps et qui nous conduit, parce qu'il faut protéger la nature et l'environnement, à des travaux très importants. Oui, Olivier ? Enfin, avec l'aplomb qui vous caractérise, vous nous expliquez que vous combattez le pouvoir d'achat, et c'est très bien, hein, en refusant l'augmentation proposée par le syndicat des eaux du Marseillon qui nous vend l'eau en gros. Hein, donc vous nous expliquez 23 centimes alors qu'il propose 36. Et la phrase d'après, pirouette extraordinaire, vous expliquez qu'on ne peut pas payer moins cher l'eau parce qu'il y a les traitements en plus, parce qu'il y a les taxes qui augmentent, parce qu'il y a X ou Y choses qui font que le tarif sera plus cher. Donc comment vous pouvez dire, dans la même phrase, que vous allez vous battre auprès du Marseillon pour ne pas payer le tarif qu'il vous propose? Ils ont dû faire la même analyse que vous. L'eau est plus chère, le traitement est plus cher, il y a des contraintes différentes il y a quelques années, et dans le même temps nous expliquer qu'on ne peut pas faire baisser le prix de l'eau. Il y a un truc que je ne comprends pas là. Oh, c'est très simple. Les Saint-Séverins payent des prestations qui ne les concernent pas sur le prix de l'achat en gros. Il y avait des camions d'assainissement qui se retrouvaient dans le budget de l'eau. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y avait des choses bizarres. L'expert lui-même considère qu'à 25 centimes, on payait trop cher. Là, sur l'assainissement, c'est autre chose. Sur l'assainissement, on est face à un choc d'investissement pour essayer de protéger de mieux en mieux notre environnement. Et donc, on a déposé d'ailleurs le permis pour qu'on ait ce bassin supplémentaire sur le terrain des frères Beiris, que nous avons pu acquérir cette année. Et donc on va continuer à investir pour essayer d'avoir le traitement le plus efficace possible. Mais au final, parce qu'aussi il y a moins d'effectifs qu'avant, parce qu'il y a des techniques qui ont évolué, on a un excellent rapport qualité-prix. Je vous propose qu'on prenne acte, qu'on approuve ce document. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante. Il nous faut acter la participation du CIPEC à des travaux déjà faits ou des travaux à venir. Dans les travaux déjà faits, il y a des changements de bulle rue de Belloc, il y a des
un câble d'alimentation à la salle des sports qui avait été endommagé et que nous avons réparé. Sur les travaux à venir, je note en particulier la mise aux normes de l'éclairage du terrain 3 de rugby pour que l'école de rugby, notamment les juniors, j'espère un jour les cadets, puissent s'entraîner en même temps que l'équipe première sur le terrain du fond qui était très mal éclairé et qui sera au printemps doté d'un éclairage permettant de bien y voir. Donc il nous faut approuver ces affaires. Y a-t-il des questions avant qu'on passe au vote? Je vous propose donc qu'on l'approuve. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous allons délibérer pour mettre à jour la... C'est le CIDEC qui laisse la lumière allumée toute la journée. Mais c'est pour vérifier si les ampoules sont grillées, madame. Mais il a besoin de toute la journée pour ça. Et vous avez des compteurs qui allument plusieurs dizaines d'ampoules en même temps. Je pose la question à madame la directrice générale des services, elle va être d'accord avec moi, mais je ne veux pas la mettre en porte-à-faux. Elle va vous dire la même chose. Non, mais je trouve, quand on rentre en ville et qu'on voit toutes ces lumières, on se dit qu'elle dépend. Et là, vous voyez aussi, les gens pensent que c'est la ville qui gère mal. Voilà. Ça arrive pas toutes les semaines quand même. Hein? Ça arrive pas toutes les semaines. Olivier, ça arrive. Moi je sens que la ville paye mal. Olivier a commencé par non. J'arrêterai la phrase là. Non, tu n'as pas commencé là. Non. Bon. Et c'est une mauvaise blague. Bon. Nous allons, comme tous les 3-4 ans, mettre à jour la voirie communale. Il y a toujours des voiries nouvelles. On s'aperçoit aussi que certaines n'ont pas été rétrocédées. À cette occasion, on s'est rendu compte que nous avions 2 voiries qui n'avaient pas de nom. La première, c'est tout l'intérieur du Cap qui dessert le dojo, la crèche, le centre de loisirs. C'est une voirie privée qui n'avait pas de nom. L'occasion de la rétrocéder au domaine public, mais dans un premier temps aussi de lui donner un nom. Je vous propose que nous la nommions rue Simone Veil, une personnalité, je crois, qui fera consensus. Pour toutes les raisons que nous connaissons, son histoire personnelle et aussi son engagement pour la défense des droits. Et nous avons le chemin de Goyardet qui n'était pas nommé. La ferme l'était, mais pas la route qui y mène. Y a-t-il par rapport à ça des oppositions entre vous et moi? Si vous avez des idées de nom, on est preneurs pour les prochaines voiries. On aura notamment l'impasse à côté de Monique, toute petite, voilà, il faudra qu'on nomme. Y a-t-il des oppositions par rapport à ces 2 noms? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. On a une voirie communale qui va maintenant approcher les 82 km, qui est en augmentation. Je remercie le service qui ont fait un gros travail d'actualisation de ce document. La dernière mise à jour datait de 2021 et celle d'avant de 2016. Je vous passe la liste. Y a-t-il des oppositions? Oui. Alors, nous n'allons pas participer au vote, parce que dans la délibération, il est déjà marqué qu'elle a été votée à l'unanimité, donc vous devancez notre vote, puisque nous sommes bien évidemment d'accord. Parce qu'on était sûr de lui. Voilà. Tu peux me faire confiance sur plein de Non, 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 c'est très bien. Bon, merci beaucoup. Rapport numéro 19. Rapport du... Il vote pour, de ce que je comprends. Délibération de 2019, c'est une bonne nouvelle pour nos agents. Comme tous les employeurs publics, nous allons mettre en place une protection sociale complémentaire en matière de santé. La commune le faisait déjà depuis fort longtemps sur la prévoyance.
Nous avons eu un avis favorable à l'unanimité du comité technique paritaire. Le choix en matière de mutuelle de santé que nous allons faire est de proposer une prise en charge à hauteur de 15 € par agent, que cet agent soit fonctionnaire ou contractuel, que cet agent soit à temps complet ou à temps partiel. Il y a là, de notre part, la volonté aussi d'aider ceux qu'on oublie souvent, c'est-à-dire nos contractuels à temps partiel, notamment dans les écoles. Nous avons choisi un choix de liberté. Ils peuvent choisir la mutuelle qu'ils souhaitent. Pour autant, nous faisons aussi un choix de qualité. Il faudra que le contrat soit labellisé par le ministère, de façon à avoir une garantie de bonne couverture. Voilà ce que vous retrouvez dans cette délibération. Alors, c'est 15 € par mois et par agent. C'est malgré tout une aide de 180 € par an. Et tout ça a été intégré dans le budget qui est en prévision, et donc vous retrouvez les éléments dans le DOD. Oui, Olivier. Je veux juste dire que c'est la loi, bien évidemment, nous voterons cette délibération. La loi n'obligeait pas à ce qu'on donne 100%, y compris pour ceux qui sont à temps partiel. Là, c'est vraiment un choix de solidarité vers ceux qui ont les revenus les plus faibles de notre part. On va le voter officiellement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons été sollicités par une administrée qui, dans le cadre d'une reconversion, est éligible à un contrat d'apprentissage avec des prises en charge très fortes liées au handicap. Les collectivités locales n'ont pas véritablement d'aide intéressante en matière d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle on recourt assez peu à ces contrats-là. Mais là, grâce au FIP, HFP et au Centre de gestion des Landes, on a une prise en charge très très forte. Or, cette dame veut se former à un poste de secrétaire de mairie, qui est un poste dont il y a un manque très important dans le secteur. Et donc, il nous semblait aussi intéressant de former quelqu'un et c'est quand même plus simple de le former dans une ville comme la nôtre où il y a tous les services pour que dans un an, elle puisse être le plus opérationnelle possible. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ben je vous remercie. Et je remercie aussi tous ses collègues qui prennent en charge son accompagnement et sa formation. Point 21, on a une très belle opération de mécénat qui va donner lieu à une très jolie opération artistique au musée l'an prochain. Je laisse Arnaud Fabre nous le présenter. J'ai travaillé de concert avec notre directrice du musée, Claire Souchet, et on a créé un projet qu'on a appelé Jeunesse et création contemporaine. L'idée, c'est de faire venir un artiste en résidence au musée. Et pour ça, on a sollicité le mécénat de la Fondation Total Énergie pour pouvoir travailler avec un artiste. On a sélectionné un artiste qui s'appelle Pascal Dodon. Pascal, que vous devez croiser de temps en temps, parce que né bordelais, il travaille à Montaut. Il est né... Alors, il n'est pas né bordelais d'ailleurs, il est né à Mont-de-Marsan, pardonnez-moi. Il a été diplômé de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux et il travaille aujourd'hui à Montaut. C'est un artiste voyageur, c'est un artiste qui a une profonde affection pour le Béatus et ça fait déjà, il en avait parlé à l'époque à Jean-Marc Favier, autant, voilà, hein, c'est pas ma propre idée, c'est une idée qu'on a partagée. Et c'est quelqu'un qui a travaillé en résidence, qui a donc qui aime beaucoup le Béatus et qui voulait travailler à partir du Béatus. C'est quelqu'un qui a longtemps travaillé
sur différentes techniques, hein, la peinture, les encres, le découpage, le collage. Et on a voilà, travaillé ensemble sur comment faire. Et il a accepté, parce que c'est aussi une demande du mécénat, de travailler avec ce qu'on appelle un public éloigné des arts. Et on va travailler donc avec l'association L'Escale, qui est sur... après Grenade-sur-Adour, Castandé, voilà, pardon, avec une section d'enseignement général et professionnel qu'on appelle les SECPA, avec l'Institut médico-éducatif des territoires, l'IME de Saint-Pierre-du-Mont a été approché. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec lui en résidence pendant la fermeture du musée, pour que ce musée continue à vivre malgré tout, pendant sa fermeture, avec donc des allers-retours de jeunes accompagnés par leur enseignant ou leur éducateur, et drivé, coaché par Pascal, qui va mettre dans ses œuvres le Béatus. Donc voilà, c'est tout simplement ce que je vous demande de pouvoir accepter comme projet. C'est la première fois qu'on aura un artiste en résidence au musée, et donc il travaillera au niveau de la salle, on va la dégager un peu, il va travailler au niveau de la salle à côté du Béatus, le Cryptorium, je vais y arriver. Et l'idée, c'est de pouvoir à la fin présenter des œuvres qui seront acquises, qui seront en commission d'acquisition à la DRAC, qui seront ensuite inscrits à l'inventaire des musées de France, et qui seront donc à ce titre, comme il est dit, inaliénables et imprescriptibles. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de faire. Il présentera aussi d'autres œuvres, hein, 8 œuvres a priori, qui seront aussi présentées au musée jusqu'en décembre 2026, et qui seront portées à l'acquisition du public qui le souhaitera. Voilà, tout simplement. Donc c'est une démarche engageante avec des enfants, des jeunes, qui sont un peu loin des musées. C'est engager aussi la mairie dans ce que l'on a déjà mis en œuvre par rapport aux expositions annuelles contemporaines, et donc c'est un peu en droite ligne de cette vision de l'art que l'on partage. Voilà. Moi, je tiens à remercier Arnaud et Claire, notre directrice du musée, parce que tout ça est financé à 100% par la Fondation Total, et c'est la première fois qu'ils s'engagent sur notre territoire sur une opération de cet ordre. Je tiens également à vous féliciter justement pour cet engagement et cette initiative qui amènera un peu d'art et de culture à des personnes qui peuvent en être éloignées. Donc c'est une très bonne chose et je vous en remercie. Merci. Est-ce que c'est renouvelable après ? Alors moi, mon souhait, c'est effectivement de pouvoir que ce soit pérenne. La résidence d'artiste, oui, j'aimerais que ce soit, mais après ça demande aussi, on va travailler quand même 1 an pour essayer de solliciter les mécènes. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à trouver des mécènes avec ce système-là. Il n'y en a pas des masses, mais c'est à la fois trouver des gens du territoire. On a un artiste dans le territoire qui est reconnu, il expose, il est dans des galeries privées, il est dans des galeries publiques, hein, il est au conseil départemental, dans différents conseils départementaux, il est à Saint-Georges-de-Oyapock notamment, il est en Guyane, bref. Et puis trouver aussi un public, puis motiver des enseignants, c'est pas forcément évident parce que ça signifie qu'ils vont prendre en charge les allers-retours, donc voilà. Mais si ça peut être pérenne. Et c'est la Fondation Total qui finance le transport des enfants? Non, il finance le projet. Après, il faut que En tous les cas, la recherche de financement de mécénat pour financer des opérations de ce type fait partie des objectifs de Claire. Et aujourd'hui, on ne peut en trouver qu'en montant des projets de qualité. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Écoutez, la campagne de recollement, donc c'est toujours notre inventaire du musée. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Simplement remercier les bénévoles qui viennent prendre du temps une fois par... remercier les bénévoles Saint-Séverin qui viennent une fois par semaine
prendre du temps de vérifier, de trier les lapidaires, de trier nos terres cuites. Voilà. Donc, un grand merci à vous. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Nous avons le BEPC, donc cette aide pour des jeunes qui veulent passer le permis en contrepartie de temps, principalement au cinéma. Nous avons 7 jeunes concernés. Et comme le dit le chiffre, ça va bientôt faire 250 jeunes qui, ces 10 dernières années, auront bénéficié de ce dispositif. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Est-ce qu'on peut prendre acte que vous avez pris connaissance de cette décision, ou y a-t-il des questions là-dessus? Merci à vous. Nous n'avons pas encore calé la date exacte du Conseil. On sera sûrement sur début décembre.